Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de modérer cette soirée, donc autour et avec Sarah Schulman, et avec autour et avec son livre, et autour et avec son équipe de traductrices qui est là quasiment au complet. Alors, I'll just say a few words in English to welcome you, Sarah, here to Paris, in the name of everyone. I think everybody's really happy to be here. Et je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas angliciste, contrairement aux traductrices qui sont là, et que Sarah Schulman comprend parfaitement le français, ce qui est utile aussi, peut-être, ce qui est utile à savoir pour tout à l'heure la session des questions. Alors, Sarah Schulman, elle est new-yorkaise. Elle a été militante dans de nombreux collectifs. Alors évidemment, ACT UP New York, qui est au centre de ce livre, mais aussi des Lesbian Avengers, et puis d'un collectif qui s'intitule Jewish Voices for Peace. Elle est autrice, elle est dramaturge. Elle a été traduite en France déjà, notamment ces deux textes, Gentrification des esprits en 2018, Le conflit n'est pas une agression, 2021. Elle a un essai qui va sortir sur les solidarités bientôt aux éditions B42 et un roman qui sort aussi en juin aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est une professeure de littérature. Elle a enseigné à City University of New York. Elle enseigne à Northwestern University. Elle enseigne l'écriture créative, creative writing. Elle est fondatrice aussi, cofondatrice de l'ACT UP Oral History Project qu'elle a fondé en 2001 avec Jim Hubbard. Et entre 2001 et 2018, elle a réalisé 186 des 188 entretiens avec des militantes et des militants d'ACT UP New York. Ce livre, Let the Record Show, une histoire politique d'ACT UP New York 1987-1993, édité chez Libertalia, est le reflet de cette histoire. C'est le reflet d'une période. C'est aussi un immense travail plurivocal, polyphonique, qu'il a fallu digérer pour une équipe elle-même polyphonique de traductrices, que je vais présenter aussi très rapidement. Donc Hélène Cotet de Lille, Mathieu Duplay de Paris, Laurence Gervais de Nanterre, Corinne Auster de Lille, Hélène Canquin de Lille, et aujourd'hui qui n'est pas là, Adeline Chevrier-Bosso de Paris, mais qui a aussi participé à ça. Chacune et chacun ont une histoire personnelle avec Sarah Schulman et avec ce texte. Pour certaines, ça a été un tango queer à New York. Pour d'autres, ça a été une rencontre à Berlin. Voilà. Mon rôle est aussi de rappeler qu'un livre ne se fait pas tout seul sans argent. Donc il y a eu des financements derrière tout ça. Donc ça fait partie de la liste des choses que je vais dire qui sont un peu moins drôles, mais je vais le dire quand même parce que voilà. Donc l'Institut universitaire de France, la Cité du genre et son plan d'investissement France 2030 qui publie donc, qui finance, c'est extraordinaire. Puis les laboratoires de recherche aussi de ces différentes traductrices qui sont aussi des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines, en littérature. Donc le Cécile à Lille, le CREA à Nanterre, le laboratoire Val à Paris et le laboratoire Échelle à Paris aussi, que je dirige. Je suis le chef. Voilà. First question, maybe, peut-être première question à Sarah, parce qu'on a toutes et tous envie de l'entendre. Comment as-tu, if I may, Sarah, comment as-tu organisé ce livre ? Bon, d'abord, je veux dire merci pour être là et j'ai une gratitude énorme pour le collectif des traducteurs. C'est rare que des gens disent on va faire ça et qu'ils le font, absolument. Donc, merci. Bon, je crois que pour moi, j'ai commencé en 1980 quand j'avais 22 ans.
Et j'étais une journaliste pour un journal féministe à New York. Et à cette époque, chaque ville aux États-Unis, on avait des journaux féministes et aussi des journaux gays. Et souvent, on avait plusieurs. Et nous étions les petits journalistes qui a travaillé gratuitement pour trouver les nouvelles de notre communauté. Et bon, 80, c'est l'année où Reagan était élu, et ça, c'est le commencement de la chute des États-Unis qu'on expérience aujourd'hui. Et en 81, Science a vu qu'elle avait ce qu'ils appelaient un cancer rare à San Francisco. Et le 3 juillet 81, le New York Times a publié un article 41 cas de cancer rare trouvés dans la communauté homosexuelle à San Francisco. Donc, à ce moment, puisque j'étais déjà journaliste dans le mouvement, je commençais à écrire sur le sida. Pendant les prochains 5 ans, c'est-à-dire entre 81 et 86, 40 000 Américains étaient morts de sida. Le président n'a rien fait. Les compagnies de drogue n'ont rien fait. Et tout ça a tombé sur nous. Pour les premiers 5 ans, la communauté gay a organisé un certain service social parallèle aux gens. On a organisé le système pour envoyer les repas chez des gens, pour faire un buddy system, des volontiers. Mais en 86, le Cour suprême a décidé de maintenir la loi contre la sodomie. Et ça, c'était un moment affreux pour nous parce qu'on a déjà vécu 5 ans de mort. Et à ce point, on était complètement abandonnés par le cours. Et ça tournait le mouvement. Et c'est devenu plus politique. Et le 10 mars 87, ACT UP était fondé à New York. Donc, à ce point, j'étais journaliste sur le sida déjà pour 5 ou 6 ans. Et je suis entrée à un ACT UP en juillet 87. Et j'étais en ACT UP jusqu'au 92. Et en 96, on avait finalement un médicament qui a marché. Donc, ça faisait 15 ans de souffrance avant que ce moment. En 80, à la fin du siècle, il y avait la révolution Internet et rien d'ACT UP était digitalisé. Donc, si vous avez cherché pour ACT UP en 99, vous ne pouvez rien trouver. C'était invisible, c'est disparu. En 2001, c'était le 20e anniversaire du moment où la science a compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et j'ai entendu la radio et ils ont dit d'abord... pardon. Ils ont mal représenté cette histoire. Ils ont écrasé l'existence de résistance et du mouvement du sida. Donc moi et mon ami Jim Hubbard, nous avons compris que c'était notre responsabilité de faire des interviews, de créer le data digitalisé pour mettre dans l'Internet et comme ça, le monde peut comprendre ce que ACT UP a gagné. Donc, nous avons passé les prochaines 18 ans en faisant les interviews. Vous pouvez les regarder sur l'Internet à actuporalhistory.org. On a eu 14 millions de visiteurs à ce site. Et
c'est une vie à regarder l'évolution du sida, le manque de réponse, l'effort de nos peuples à le combattre, et après on était forcé de créer l'histoire aussi. Donc, j'ai écrit un livre, en anglais c'est 600 pages, en français c'est 1200 pages. Et c'est la première traduction de ce livre. Et dans le livre, vous allez trouver comment ACT UP comment on a transformé la crise du sida. Les choses concrètes que je crois on peut appliquer à nos crises quotidiennes aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment ce livre est l'émanation d'un projet collectif où on entend des voix collectives de personnes qui ont été interviewées entre 2001 et 2018 et qui sont donc nommément citées dans cet ouvrage, leurs noms sont rappelés. Et donc cette dimension collective, elle est évidemment... elle correspond aussi au collectif des traducteuristes qui sont là. C'est une sorte de collectif au carré. Parce que, évidemment, traduire 600 pages devenues 1200, ça pose aussi des problèmes de traduction. Ça pose des problèmes de terminologie aussi, comment rendre en français des termes très, très propres, très ancrés dans la réalité new-yorkaise des années 80-90. Voilà, on y entend beaucoup de voix, une polyphonie, des dissonances, des conflictualités, ça fait partie aussi du livre. Et donc ma question, elle se porte un petit peu vers vous, chère traducteurice, qui a envie de prendre la parole sur la manière dont vous avez travaillé, sur le caractère kaléidoscopique de ce texte. Est-ce que vous êtes répartis les tâches? Est-ce que vous êtes revenus les uns? Qui a eu des idées? Est-ce que vous n'étiez pas d'accord aussi parfois? Je pense que c'est important, ça rigole, donc j'imagine que oui. Bon, qui veut? Oui, Laurence? Alors, à propos de comment s'est construit ce collectif de traductrices, je me souviens de quelque chose qu'Hélène a dit la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, à propos de la traduction. Elle t'a dit que c'était un dialogue aussi avec le texte. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé comme ça. C'était plus qu'un dialogue, c'était même une conversation à beaucoup de monde, hein, puisque on est 6 et on a aussi beaucoup dialogué avec Sarah. Comment on a travaillé? On a donc 600 pages, 6 personnes. On s'est constitué en binôme. On a fait des groupes d'affinité, en fait. Et puis on a essayé de travailler d'abord à deux sur des courtes périodes, et puis ensuite on mettait en commun notre travail. Est-ce qu'il y a eu des dissensions? Oui, des débats, beaucoup. Dans le désordre sur le temps qu'on allait utiliser. Est-ce qu'on allait parler, puisqu'il y a beaucoup effectivement d'éléments biographiques, est-ce que et de voix, et c'est effectivement quelque chose de polyphonique, donc comment est-ce qu'on allait rendre ces voix, à quel temps, au présent, au passé composé, au passé simple? On s'est posé des questions vraiment métaphysiques. On a beaucoup discuté de l'écriture inclusive aussi, parce qu'on partait du principe qu'on était aussi militantes et militants dans ce travail. Et c'était quelque chose qui était important pour nous. On a fini par se dire qu'on n'était pas d'accord sur comment on écrivait en écriture inclusive, mais que c'était pas grave. Donc, on a écrit chacun. Vous trouverez des différentes formes d'inclusive dans le texte. Voilà. Sur quoi on n'était pas d'accord non plus? Je sais pas. Oui. Mais je te passe la parole, ouais. Oui, on n'était pas d'accord, mais c'est le principe. Mais en fait, je voulais dire aussi qu'on est venu de nos spécialités différentes et on est venu à ce texte de façon différente. On a écrit
une préface à plusieurs voix, un peu sur le modèle, modestement, hein, du livre, parce qu'on trouvait important aussi de dire d'où on parlait et comment on avait rencontré et Sarah et son travail. Et donc, on avait des expertises assez différentes. Donc, effectivement, Corinne, par exemple, spécialiste de traductologie, qui nous a aidés à planifier, à organiser le travail de traduction, parce que, voilà, on n'était pas tous et toutes très organisés. Et on ne savait pas forcément comment s'y prendre. On est arrivé, il y avait Mathieu, aussi un élément très important, puisque Mathieu, bon, je te laisserai parler, bien sûr, mais a été vice-président d'Act Up Paris. Donc, en fait, l'idée aussi, c'était de voir là où ça parfois ça aidait, où ça aussi parfois il y avait des frictions. C'était aussi savoir comment on peut transposer, est-ce que ça existe dans Act Up Paris ou pas. Donc il y a eu toutes ces discussions, comment on unifie et on harmonise certaines traductions. Donc ça, c'était vraiment important. Mais en fait, on va dire que presque le fait que ce texte soit si polyphonique, ça permet aussi de... Peut-être au début on dit oui, non, mais il faut absolument traduire ça comme ça. Mais en fait, on s'est aussi mis d'accord sur le fait que, comme il y avait toutes ces voix, il était normal que toutes ces voix ne s'expriment pas forcément de la même façon et qu'à ce stade, si on n'était pas d'accord sur des choses voilà, d'usage ou plus ou moins importantes, on va dire, on pouvait laisser plusieurs façons de traduire, en fait, sauf sur les groupes, sauf sur ce genre de choses. Et juste pour parler du 600 à 1200 pages, d'abord parce que le français prend plus de mots quand on traduit, et puis parce que c'était important pour nous de réfléchir à la continuité et à la transmission de l'expérience, et qu'il nous semblait que là, c'était pour le coup important de parler en tant que spécialiste des États-Unis, notamment, et d'avoir des notes de bas de page, des glossaires, qui permettent aussi aux personnes de lire, pas forcément de façon linéaire le texte, mais chapitre par chapitre, pas forcément dans l'ordre, mais il y aura toujours une référence qui vous explique la contextualisation, parce que c'était important à la fois de transmettre pour les autres générations, enfin, je trouve que c'est vraiment important, on en reparlera, mais aussi à travers l'espace, donc voilà, comment un public francophone, qui n'a pas forcément tout le contexte, ce qui est normal, pourrait aussi lire ce texte. Donc on a essayé d'apporter des éléments. Voilà. Après, je voulais remercier quand même d'emblée voilà, les éditeurs, éditrices, et Charlotte qui a fait un très gros travail sur le texte, justement, parce que ça aurait été pire autrement que 1234 pages. Et de nous avoir laissé aussi cette possibilité de prendre de la place, quoi. Donc merci aussi. Oui, moi je voulais juste rajouter une ou deux choses, enfin, à ce qui a déjà été dit très bien. La première, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de discussions, des désaccords, mais on n'a pas eu de conflit. Ou en tout cas pas de conflit, voilà, pas de conflit difficile. Voilà, on a eu beaucoup de discussions. Il nous est souvent arrivé de ne pas être d'accord, mais le conflit n'est pas une agression. Et j'ai conscience de dire ça devant Sarah Schulman. Et effectivement, nous l'avons vécu. Voilà, le dissensus de toute façon faisait partie de l'expérience d'Act Up. Donc c'est. Je te demande, c'est quoi les grandes différences entre Act Up Paris et Act Up New York que vous avez trouvées? D'accord. Alors, en fait, je me souviens très bien de la première lecture que j'ai faite de ce livre, avant de savoir que j'allais le traduire. Et c'était une expérience très troublante pour moi, parce que j'avais l'impression de connaître l'histoire du début jusqu'à la fin, évidemment, puisque je l'ai vécue. Puisque nous avons traversé la même crise du sida, nous avons vécu les mêmes épisodes, la même chronologie, avec peut-être 1 ou 2 ans de décalage avec les États-Unis. Mais en gros, le déroulement des événements a été très très comparable. Et en même temps, donc j'avais une espèce de sensation de déjà-vu complètement. Hein. Et en même temps, énormément de sentiments d'étrangeté devant tout ce qui est la description du fonctionnement interne du groupe, parce que je me suis rendu compte aussi, en lisant ça, des originalités de la structure parisienne, en fait, du groupe parisien de cette époque-là, c'est-à-dire de l'époque où je l'ai connu,
qui ne fonctionnait pas de la même façon. Et je l'ai dit dans la partie de la préface que j'ai écrite, j'ai eu l'impression de me retrouver face à la description d'un système parlementaire. Le système, la façon dont le groupe new-yorkais fonctionnait, avec une assemblée générale extrêmement libre dans son fonctionnement, extrêmement libre dans ses structures, avec des structures ad hoc qui se faisaient, se défaisaient, se refaisaient autrement. J'ai trouvé très amusant de voir ça, de le lire dans le livre, parce que ce que j'ai connu moi, je ne suis pas la seule personne dans cette salle à avoir connu cette période, était plutôt un système présidentiel, très français, n'est-ce pas, avec une structure très rationalisée, avec des groupes qui étaient là pour travailler sur des questions logistiques, des commissions qui étaient là pour travailler sur des questions de fond, des questions politiques, des questions scientifiques, des questions médicales, etc. Et une structure qui nous a admirablement bien servi. Enfin, je ne suis pas en train de critiquer en disant ça, mais ça ne fonctionnait pas de la même façon. Et en termes de logique interne, de structuration interne, c'était pas la même chose. Mais avec quand même quelque chose d'extrêmement proche qui est... Enfin, deux choses peut-être. D'une part, il y a quelque chose qui pour moi résonne très fortement dans le livre. C'est un moment le propos d'une personne qui disait qu'elle a fait l'expérience de la démocratie dans ce groupe. L'expérience, voilà, quand on lit dans les livres de sciences politiques la définition de ce que c'était que la démocratie athénienne, par exemple, elle dit à un moment, mais j'ai lu ça après, j'ai fait des études après, j'ai reconnu parce que j'avais vécu ça. Ben oui, moi aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est une chose inoubliable. L'autre chose inoubliable, c'est tout ce que j'ai appris sur le sida, sur la médecine, sur toutes ces questions scientifiques. Moi, je suis arrivé en étant juste concerné par la question, mais je sortais du lycée, j'avais fait un bac scientifique, mais pas du tout biologique. Enfin, j'étais plus fort en maths et en physique qu'en biologie. Encore maintenant, je sais davantage sur le sida, encore maintenant, en 2026, que mon médecin. Quand je vais consulter pour me faire prescrire la PrEP, par exemple, je dicte l'ordonnance à mon médecin. Je dicte l'ordonnance pour les examens de contrôle. Je les interprète moi-même, j'ai pas besoin de lui, je sais les lire, je sais ce que ça veut dire. Voilà, et quelqu'un dans le livre dit... c'était PhD level. On a acquis comme ça, sur le tas, une connaissance de la médecine du sida, qui était du niveau doctoral. Et c'est vrai. Et encore maintenant, je le sens. Alors, dans ce texte, il y a énormément d'épisodes. Alors, vous le lirez... comme vous voudrez. Il n'est pas organisé chronologiquement, même si c'est une histoire. Alors le rapport de Sarah à l'histoire, elle dit elle-même « Je n'ai pas une formation d'historienne, mais bon, c'est quand même une sacrée histoire que ce livre. » Il est organisé de manière thématique. Et donc, est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur le fait pourquoi cette organisation thématique plutôt que chronologique, ou pourquoi cette organisation? J'ai compris au commencement d'écrire que si c'était chronologique, ça va être une histoire fausse. Parce que plein de choses s'est passées au même temps. Et c'est ça, parce que le sida, c'est une maladie horrible. Et les gens ont vraiment souffert. Et donc, on était très, très pressés d'être effective, c'est ça le mot en français, oui. Efficace. Donc, on a évolué un système organique de démocratie radicale, je peux dire, où on n'était pas forcé d'être accord un à l'autre. On avait une phrase d'unité, direct action to end the AIDS crisis. Fini. Pas un grand manifesto. Mais si vous aviez une idée pour direct action to end the AIDS crisis, on pouvait le faire. Donc, par exemple, si ça c'est ACT UP, et vous avez une idée, moi je suis contre, je vais râler, parce que New York, évidemment, mais après 2 tours,
je vais jamais essayer à arrêter votre idée. Si je suis pas d'accord, je vais pas le faire. Donc vous faites votre idée et moi je trouve 4 autres et moi je fais mon idée. Et comme ça, on était capable à s'exprimer au niveau caractérologique de chacun. Parce que les mouvements qui veulent forcer tout le monde à être d'accord sur une stratégie ou une analyse ne gagnent jamais dans l'histoire. Ça ne marche pas, ça. Parce que les gens sont trop différents. Donc, ce qui marche, c'est des mouvements qui permettent les gens de devenir efficaces où ils sont. Et c'est ça, une leçon que ACT UP a appris organiquement dès le commencement. Merci. Alors, il était question éventuellement de faire entendre quelques lignes de ce texte en français. Alors, je ne sais pas sur quelle action, soit l'action Stop the Church, or something else, comme vous voulez. Stop the Church. Je te repasse le micro. Non, tu lis. Alors, c'est un passage, effectivement, la manière dont le livre est organisé, effectivement, c'est... Ouais, pardon. C'est thématique. Et là, c'est un passage où Sarah Schulman compare, met côte à côte 2 actions très, très distinctes. Seize the FDA, donc la Food and Drug Administration pour tester et ensuite faire autoriser les traitements. Et puis une autre action très différente, Stop the Church, où il s'est agi d'aller à la cathédrale Saint Patrick, dont le cardinal O'Connor faisait du prosélytisme contre la distribution de préservatifs, contre l'éducation au sida et l'éducation sexuelle. Et cette action-là, elle mène... si tu veux. Elle va mener à effectivement plein de modalités d'action différentes et en simultané. Donc je vous lis une partie qui est tirée du témoignage de Neil Broom. Neil Broom est un des autres membres d'ACT UP à être entré dans l'Église. Au moment de son implication pour Stop the Church, c'est un militant aguerri. Natif du Queens, il a été sérieusement harcelé au lycée. Par la suite, c'est un club kid séropositif qui rejoint ACT UP parce qu'on ne parle pas du sida dans les nuits new-yorkaises. Avant Stop the Church, Neil a déjà organisé une Freedom Ride, une traversée du sud des États-Unis en soutien à la famille Ray qui vivait à Arcadia en Floride et dont la maison avait été attaquée à la bombe après que 3 des enfants avaient contracté le VIH par transfusion sanguine. Donc là, c'est Neil qui parle. C'était une petite ville avec son tribunal en bois et les gens sont venus dans leurs pick-ups. Ils étaient tarés. Je ne sais même pas comment décrire ça. Et elles étaient enragées, bourrées, complètement barrées. Il y avait des pick-ups, des fusils, c'était effrayant. Je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et elle avait rassemblé environ 200 personnes venues là-bas avec leurs gros engins et qui nous encerclaient. Et elle disait, attendez un peu que les caméras soient parties, on va vous tuer. On a dû quitter la ville dans un convoi de 15 voitures et elles nous ont fait nous allonger dans le puits. C'était effrayant, terrifiant. Tous ces gens avec leurs bustiers, leurs permanentes ratées, leurs peaux blafardes, toutes ces images qui tournoyaient, on se serait cru dans la pire émission de Jerry Springer. Entrer dans l'église n'est donc pas une décision difficile à prendre pour Neil. À ses yeux, O'Connor, c'était encore un de ces fanatiques en plein délire, à New York cette fois. Une autre de ces personnes détestables et avides de pouvoir, adulées par des imbéciles. Pour Neil, le rôle joué par O'Connor par rapport au VIH était épouvantable. Les gens se font cette image de New York comme d'une ville progressiste et libérale, mais il y a plein de forces conservatrices à l'œuvre dans cette ville, et plein de gros joueurs qui ne sont pas progressistes. Il n'y a qu'à voir le temps que ça a mis avant de faire adopter une loi pour les droits des homosexuels, 17 ans. Neil et sa grande amie Jerry Wells sont entrés dans l'église. Il y avait une énergie électrique à peine imaginable. Différents groupes d'affinités avaient prévu diverses actions, et l'église grouillait de policiers qui attendaient qu'ACT UP enfreigne la loi. Il y avait des chiens à l'intérieur, c'était vraiment un truc de fou. Mais le cardinal O'Connor était déterminé à ce que le service religieux se tienne. Neil et Jerry se sont levés et d'autres ont suivi.
Neil se souvient que quelques personnes sont montées sur les bancs, d'autres se sont allongées par terre. Quand les manifestantes ont commencé à prendre la parole et à lancer des slogans, Neil se rappelle que le cardinal s'est mis à chanter et à faire en sorte que les paroissiens et paroissiennes recouvrent le bruit des manifestantes. Mais bon, le truc, c'est qu'il n'y arrivait pas. Neil a vu des fidèles donner des coups de poing à des manifestants et manifestantes entrés dans l'église. Quelqu'un a essayé de me frapper et a manqué son coup. On aurait dit des babouins. C'était des animaux. J'étais choquée. Ces connards de poseurs, d'hypocrites, de donneurs de leçons qui n'en ont rien à foutre des autres, c'est tout ce que j'ai pensé. Et je me suis dit, rien de nouveau sous le soleil. Et le niveau sonore, les gens continuaient de se faire entendre par-dessus les chants. C'était un truc de fou. Et la police était partout. C'était effrayant. Un rush d'adrénaline et beaucoup de gens, des paroissiens et paroissiennes, complètement en état de choc. Et avec tous les chiens policiers, on se serait vraiment cru dans un état policier. Merci. Alors ça donne une impression de la manière dont on peut écrire sur le sida. C'est quelque part dans le livre, page 54, exactement. Il est écrit « Le sida n'est pas une métaphore ». Le sida n'est pas une métaphore. Donc comment est-ce qu'on écrit sur le sida ? Comment on traduit aussi un langage qui veut rendre l'épidémie de sida sans faire des métaphores ? Ce n'est pas non plus une histoire, je cite, d'hommes blancs héroïques et stoïques. Ça, c'est la page 102. Est-ce que, Sarah, ça t'inspire quelques remarques, cela ? C'est-à-dire, ce n'est pas non plus une histoire uniquement d'hommes blancs héroïques et stoïques. C'est-à-dire, on voit quand même toute la diversité d'Act Up New York. Ouais. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Diversité, ça c'est le mot poli. Le niveau de conflit dans Act Up, c'était énorme. Parce que la pression de cette maladie, le fait que nos amis sont morts devant nous, oui, je crois que ça provoquait beaucoup de fâcheur entre nous aussi. La souffrance a provoqué beaucoup des problèmes entre nous et je crois que finalement c'est ça qui a détruit le mouvement parce que le mort constant des gens autour et le fait qu'à 10 ans sans beaucoup de progrès était très difficile. Mais ce qui est intéressant est que maintenant on continue le conflit, même que nous avons 80 ans ou 70 ans, on est toujours très dur un à l'autre, mais aussi, on est aussi très liés. Parce que c'est un des seuls mouvements qui a vraiment gagné. Et moi, je suis très optimiste politique parce que j'ai eu l'occasion d'être dans un mouvement qui a gagné, qui a sauvé 100 millions de vies partout dans le monde. Maintenant, c'est Trump qui détruit tous les programmes globaux et qui veut réintroduire ce virus au niveau crise mondialement. Mais jusqu'à ce moment, je veux dire que quand ça a commencé en 81, les hommes gays, c'était une minorité très, très opprimée. La sexualité gay, c'était illégal jusqu'en 2003 aux États-Unis. Même à New York, on n'était pas protégé de discrimination. L'homophobie familiale, c'était normal culturellement. La violence contre les gays, c'était une forme d'activité publique, soit par les flics, soit par les gens. Et dans ce contexte, d'ajouter une maladie où il n'y avait pas de traitement. Mais les gens se réunissaient et ils ont forcé la société à changer contre leur volonté. Et ça, c'est pourquoi je sais qu'on peut faire ça encore. Ça, c'est pourquoi je suis optimiste politiquement. Okay.
Alors, on n'est pas un lundi soir, aujourd'hui, on est un jeudi soir, mais ça, c'est aussi important. Peut-être un dernier round de questions entre nous, et après, avant d'ouvrir, je regarde Charlotte aussi, oui, c'est... avant d'ouvrir sur les questions de vous. Ce livre, combiné donc au projet d'histoire orale, c'est une archive. C'est une archive de quoi ? C'est un peu la question que je veux poser à Sarah, évidemment, mais à tout le monde aussi, aux traductrices. C'est une archive des noms, évidemment. Les noms sont cités. C'est une archive des émotions. C'est une archive des corps. C'est aussi une archive interstitielle de l'histoire de New York, de l'histoire urbaine, de différentes communautés à New York. C'est très riche aussi de ce point de vue-là. Donc voilà, Sarah, est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? C'est l'archive de quoi, ton livre ? Maintenant, je peux dire que c'est un archive de vision parce que, oui, je viens aujourd'hui d'Amérique fasciste, vraiment fasciste, mais aussi je viens de New York socialiste. Vous savez bien que nous avons un maire que nous adorons complètement. Et ce que ça me dit, c'est que les gens à New York, on a choisi quelqu'un qui ne voulait pas revenir au passé injuste qu'on avait avant Trump. C'est pas ça qu'il a proposé. Il a proposé une vision de l'avenir. Quelle société est-ce qu'on veut habiter? Et c'est ça c'est la tradition ACT UP. D'imaginer un monde qu'on n'a pas encore, mais de dire on peut l'avoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir? Donc peut-être c'est ça. C'est un musée, mais c'est aussi une vision de l'avenir. On va pouvoir ouvrir aux questions, peut-être. Bonsoir. Moi, je suis Charlotte, donc des éditions Libertalia. Je voulais te me remercier pour ce texte, parce que c'est un livre, quand je l'ai lu, qui m'a changé. C'est un livre dont on ne sort pas indemne. Quand on l'a fini, c'est traversé par plein d'émotions différentes. Mais c'est un livre, effectivement, où on se dit, en fait, on peut tout faire. C'est une boîte à outils militante. Il y a des actions très sérieuses et d'autres beaucoup plus loufoques. Ça peut aller de se déguiser en Père Noël dans des supermarchés, et aussi de réaliser des actions dingues. Et je pense aussi à un des chapitres qui m'a vraiment marqué, c'est les enterrements politiques. Ça, c'est waouh. Voilà. Et donc, je voulais vraiment te remercier. Je sais que plusieurs éditeurs, et dont nous, au début, ont dit « Mais pourquoi on ne pourrait pas le couper, ce livre ?» Vu qu'il est très épais. Et en fait, quand on le lit, en fait, non, évidemment qu'on ne peut pas le couper. C'est évident, c'est toute cette histoire. En fait, on suit aussi les gens, puisque c'est des gens qui racontent comme à l'oral. Et en fait, on s'attache à eux comme à des personnages de romans. On s'attache à eux, on veut savoir ce qu'ils deviennent, de quoi ils vont nous parler après. Et j'ai lu vraiment le livre comme... je voulais savoir la suite, le vite. Et du coup, évidemment, non, ça se coupe pas. C'est une somme. C'est l'histoire dense d'ACT UP New York. Et ça, moi, je trouve qu'en tant que militante, ça m'a vraiment donné des clés. Et effectivement, pour avoir milité dans divers collectifs où on demande, on vote pour décider de est-ce que tout le monde fait ça et tout. Évidemment que là, dans l'urgence, c'était chacun fait ce qu'il a décidé, et plus on en fait, mieux c'est. Donc merci Sarah, ce livre a changé ma vie. Alors, il y a une question. Oui. Viens. Ouais, il faut venir là, désolé. Merci infiniment. Et sur cette question de comment les morts peuvent détruire des mouvements parce qu'on est tellement triste quand ils sont plus là, c'est des choses qu'on a dans d'autres mouvements, notamment les mouvements trans, où il y a beaucoup de personnes qui se suicident ou qui meurent du fait des violences transphobes. Comment, là, dans le contexte actuel, où parfois on parle du sida comme des morts du passé, aujourd'hui les morts, ils reviennent au présent, les cendres reviennent. Enfin, en France, on parle des années de cendres, qui seraient genre Ashes Years, mais comment on fait en sorte que
Les morts aujourd'hui nous impuissantent pas. Comment on politise et on arrive justement à lutter contre ça. C'est clair? Non. Oui. Bon, comment on fait avec ces morts? Comment on fait en sorte qu'ils nous mangent pas? Comment on peut les honorer pour justement nous donner de la force? Sorry. Je vais essayer en français. Évidemment, on est dans une crise de fascisme global où toutes les communautés du monde sont sur attaque. Donc, à ce moment, ce n'est pas le moment pour une politique de pureté, idéologique. C'est pas ça qui va marcher parce que toutes les populations qui sont affectées ont des perspectives différentes. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas aux coalitions, mais aux alliances stratégiques. C'est-à-dire que quand on est d'accord sur une question, on travaille ensemble, et quand on n'est pas d'accord, on travaille comme ça. Ce n'est pas le moment pour la polémique, pour trouver le vrai analyse, le vrai stratégie qui va sauver le monde, parce que ça n'existe pas. La question pour chaque individu, c'est de devenir efficace. Dans la gauche, on fait des choses, ça ne marche pas, et on le refait exactement pareil la prochaine fois. Et ça doit être fini. Donc, ça va si on travaille avec 4 personnes avec qui on est d'accord pour faire une chose concrète dans une manière efficace. Ça va d'être dans une organisation où on n'est pas d'accord avec tout ce qu'on fait. C'est pas une question d'ego, d'être bien, d'être le meilleur, le plus correct et tout ça. Ça n'a pas marché. Nous avons appris ça. On a besoin de reconstruire des relations, l'infrastructure personnelle qu'on a perdue à cause de l'Internet, de Covid et tout ça, l'isolation qu'on a vécue. Et d'avoir une vision pour l'avenir qui ne va pas demain. C'est pas vite, ça va pas être vite gagné. Donc c'est ça. Enfin, je suis limitée du point de vue de langue, mais j'espère que vous m'avez compris. Bonjour. Si ça vous dérange pas, je peux demander en anglais. I'm also a lesbian from New York. I don't know why I'm here, but I'm happy to be here. I was really inspired by what you said about optimism and having lived through a movement that actually worked. And I was wondering if you could talk about the relationship between like lesbian activism during ACT UP and lesbian activism with relation to Palestine now, or just generally against fascist movements, but specifically a lesbian perspective. Yeah. Thanks. Est-ce qu'on doit traduire en français Oui, vas-y. Vite fait. Donc, comment comprendre l'optimisme lesbienne des années 80 avec le mouvement Palestine antifasciste actuel maintenant? Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter des trucs en français. Non, c'est très bien. J'ai un livre qui va sortir en français en septembre, The Fantasy and Necessity of Solidarity. Ça vient de B42, c'est très bien traduit et je suis sûre que ça va être beaucoup plus clair que ce que je vais dire maintenant. Mais les gays et les lesbiennes étaient toujours dans les mouvements antifascistes pendant toute l'histoire. Et dans ce livre, j'ai un chapitre sur Jean Genet, l'écrivain français gay qui était un grand ami de Palestine. Enfin, on peut dire que lui, c'était le commencement de mouvements ouvertement queer qui soutiennent la Palestine, parce qu'il était ouvertement gay et il a écrit un livre important sur les massacres dans les camps de réfugiés en Liban. Quand je commençais à travailler avec la Palestine en 2009,
Ils étaient très ouverts aux gays, aux lesbiennes. Ils ont accueilli n'importe qui est prêt à soutenir. Et ça a évolué. Et maintenant, nous avons des organisations comme Jewish Voice for Peace qui a été fondée il y a 30 ans par des lesbiennes à San Francisco. Maintenant, nous avons 35 000 personnes. Ça, c'est une organisation juive antisioniste qui soutient le boycott d'Israël. 35 000 membres, ça c'est beaucoup. Hein. Donc, on a vu que ce mouvement aux États-Unis antifasciste avait une grande histoire queer. Merci. I'm going to be quick because it's not upon the book, but I'm a huge fan of Jean Genet, and I was just wondering, is it actually a thing up there in New York City with all the intellectual, let's say, je vais le dire en français parce que j'ai trop bu aujourd'hui. Est-ce que Jean Genet, il est étudié en fait en littérature aux États-Unis? Et ma question, c'est est-ce qu'il a vraiment eu une influence et un impact dans la littérature contemporaine gay orientée aussi? Et est-ce que aussi cet individu a beaucoup impacté, on va dire, vos politiques sociales, humanitaires aussi? Je suis assez curieuse de ça parce que moi, à titre personnel, c'est mon cas, mais j'ai très peu lu de personnes qui faisaient référence à lui. C'est pour ça que j'étais assez étonnée d'ailleurs quand vous l'avez cité. Voilà. J'ai parlé extrêmement vite. Je m'excuse. Je ne sais pas parce que j'ai jamais lu en classe. Mais les meilleures choses qu'on lit ne sont pas en classe. Pardon. On est tous les profs ici. Mais un vrai lecteur est quelqu'un qui trouve les livres ici et là-bas, qui change la vie, et c'est quelque chose d'individuel. Mais j'ai toujours connu ces livres, et ça c'est pourquoi je voulais apprendre le français. Et c'est parce que j'ai lu Pompe funèbre quand j'avais 16 ans. Et ça continuait. Et quand je suis devenue antisioniste, j'ai appris qu'il a écrit les livres sur la Palestine, et aussi il a soutenu le mouvement noir aux États-Unis, the Black Panthers et Angela Davis. Il a toujours donné son voix pour la justice. Oui, avant que j'ai compris ses politiques sur Palestine, je l'ai adoré comme écrivain. Hi. C'est juste pour vous répondre. En fait, il y a des universitaires basés aux US qui enseignent et qui étudient Jean Genet. Il y en a une qui s'appelle Frida Ekoto. Et voilà. Et de mémoire, elle est à Michigan University, je ne sais plus, mais peut-être elle a changé. C'est juste pour vous dire. Non, en fait, c'était pour reprendre la première question qui a été posée sur la mort. Alors, c'est pas gay, évidemment, mais en même temps, ça traverse bien sûr tout le livre. Et en même temps, il y a une énergie, justement, enfin, on parlait des enterrements politiques aussi, qui est quand même une forme d'action incroyable, en fait, et très émouvante, et en même temps très forte politiquement. Et je voulais... il faut savoir aussi que dans le livre, il y a des in memoriam, donc des rappels des personnes qui sont décédées du sida et qui donc continuent à être là aussi. J'ai trouvé que ça... Je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus peut-être sur justement comment tu as pensé les in memoriam ou les remembrance, je ne sais plus en anglais du coup, comment c'était, pour aussi, et pourquoi c'était important aussi d'avoir les voix de personnes qui n'étaient plus là en fait. Bon, aux États-Unis, il y a 600 000 personnes qui sont mortes du sida, c'est énorme. Et quand on avait l'attaque le 11 septembre, le Couture a été obsédé à dire les noms des gens qui
morts. Et chaque année, au 11 septembre, ils disent les noms de tous les gens qui étaient tués. Mais nos morts étaient oubliés. Et il y a des petits jardins partout dans certaines villes pour memorial pour les gens qui sont morts de sida, mais il n'y a rien qui est vraiment comme il faut. Et ça, c'est pourquoi c'est un effort qui devient plus en plus difficile après que les années passent, parce qu'ils sont morts maintenant pour longtemps. Moi, j'ai des amis qui sont morts pour 30 ans maintenant. Et dans ma tête, ils sont toujours jeunes. Et ils ont les coups de cheveux des années 80 et ils ont des moustaches. Et bon, ils vont jamais vieillir. Et oui, ça, c'est notre effort pour préserver quelque chose qui est disparu. Merci à tout le monde. J'ai une question pour, alors peut-être plus pour l'équipe de traductrices, mais peut-être pas. Je voulais savoir comment est né le projet, qui en a d'abord eu l'idée. Est-ce que c'est plutôt venu d'un éditeur? Est-ce que c'est venu de vous et votre francophilie? Voilà, comment est-ce que vous pourriez un peu retracer la chronologie de ce beau projet? Parce que justement, on est arrivé aussi au projet de façon différente. Moi, on le raconte un peu dans la préface, donc c'est pas un suspense énorme non plus, mais moi j'ai rencontré Sarah physiquement à Berlin dans le cadre d'une autre manifestation scientifique, mais qui était très intéressante. C'était sur comment on peut transformer les institutions de l'intérieur, donc universitaires, muséales aussi. Et Sarah était là, et donc on a discuté, mais sachant aussi qu'à Lille, il y avait un groupe qui avait travaillé aussi sur la période justement des années 80, New York, mais aussi à travers l'œuvre de Cookie Mueller. Donc Corinne, Hélène, moi, et puis une autre collègue, Claire Elie, on avait travaillé aussi sur Cookie Mueller, et puis on avait bien sûr lu le travail de Sarah, et c'est venu aussi d'un projet pédagogique des étudiants. Donc c'était vraiment important pour nous d'avoir cette dimension. Et quand je pense qu'on a eu l'idée en même moment en fait presque de demander à Sarah, Laurence dira aussi bien sûr, au même moment à Sarah et pourquoi il n'y a pas de traduction. Et bien sûr maintenant on sait pourquoi il n'y avait pas de traduction parce que voilà, c'est sûr que maintenant c'est évident que ça demande un investissement de la maison d'édition, ça demande un investissement, un travail de traduction, pour le dire, pas rémunéré, mais voilà. Mais voilà, on le savait, hein, ça c'est pas une plainte. Et puis aussi que Sarah accepte qu'il soit traduit, sachant que les autres maisons d'édition, il y avait déjà les maisons d'édition voulaient justement parfois qu'il y ait une version abrégée. Ne voulait pas tout traduire justement, et pour nous c'était important, bien sûr c'était impossible de couper quoi. Donc ça c'est venu de ce premier, une partie du collectif, et puis je te laisse continuer. Moi je vais revenir sur cette idée de conversation et de dialogue, parce qu'en fait lorsque tu as rencontré Sarah, donc ça devait être fin mars 2024, moi, je partais aux États-Unis pour travailler sur les archives de Maxine Wolf à la Lesbian Her Story Archives. Et tu m'as dit « Ah, mais tu devrais absolument rencontrer Sarah, elle a plein de trucs à dire. » Donc, évidemment, j'ai rencontré Sarah. Et à l'époque, j'étais en contact avec une revue militante qui s'appelle Jeff Clack et qui voulait publier un extrait de Let the Record Show. Et qui m'a dit « Ah, mais tu veux pas demander son autorisation à Sarah ?» Donc j'ai demandé son autorisation à Sarah lors de l'entretien qu'on a eu. Et à ce moment-là, Sarah m'a dit « Ah, mais by the way, le livre a jamais été traduit dans son intégralité. » Et j'ai pas réfléchi et j'ai dit « Facile !» Et voilà. Et donc, après, on s'est recontacté avec Hélène. Et moi, de mon côté, j'ai contacté Mathieu et Adeline, qui n'est pas là ce soir. Et puis, on s'est mis au travail. Et Libertalia dit... Oui, voilà.
moi, je vais juste rajouter une petite chose. Donc, le récit que Hélène et Laurence viennent de faire est complètement exact. Pourquoi moi, je suis rentré là-dedans ? Je pense qu'il y a un moment... Enfin, moi, j'avais besoin de ça. L'idée n'est pas venue de moi, mais j'ai évidemment dit oui tout de suite parce que... exactement ce que tu disais tout à l'heure. Les morts sont là. Quelque part, j'ai appris à ne pas avoir peur des morts, de mes morts, parce qu'ils m'ont accompagné toute ma vie, finalement. Et parce qu'ils me donnent énormément de force. Je leur dois beaucoup. Et c'est une façon aussi de dire, ben voilà, le moment est venu de moi de faire ma partie de ce travail de transmission. Voilà. Il faut le faire, et la force de le faire va venir d'eux aussi. On disait à Act Up autrefois, colère égale action, action égale vie, silence égale mort, colère égale action. La réaction face à... Enfin, moi, la colère ne m'a pas quitté depuis 35 ans. Mais la colère, elle devient... Voilà, on a appris... Moi, ce que j'ai appris aussi dans cette histoire, c'est à faire que la colère ne soit pas un truc que je retourne contre moi, qui me fait du mal, mais qu'elle me serve à essayer de travailler sur le monde autour de moi. C'est pas moi qui suis à l'origine du sida, c'est pas moi qui les ai tués, c'est pas moi qui les ai fait mourir, c'est moi qui ai subi toutes ces choses-là. Et je ne vais pas accepter de prendre ça sur moi. Je vais renvoyer ça au dehors, en disant voilà, maintenant c'est au monde de faire le travail là-dessus, et donc c'est à moi aussi de le mettre face à la nécessité de le faire. Et donc ce travail-là, ça fait partie de ça pour moi. C'est un travail de fidélité à la colère que je ressentirai jusqu'à ma propre mort face à la mort des autres. Voilà. Je vais... Non, parce qu'on parlait de la traduction, je voulais juste te dire, voilà, ça tombe vraiment mal. Non, je voulais dire que effectivement, la traduction militante avait permis que ce livre soit traduit en français, puisque je pense pas qu'on aurait eu les moyens de traduire, voilà, que quand vous nous l'avez apporté, il était pratiquement fini et que, enfin, il était bien avancé. On avait déjà pu pas mal lire, de choses. Pour savoir de quoi ça retournait, et que l'important qu'on s'est tous dit entre nous, c'était que, vu qu'on avait eu quelques sous des labos, c'était que le livre soit pas cher, pour qu'il puisse circuler le plus facilement possible. C'est bien que quelqu'un... Bonjour. C'est bien que quelqu'un ait pris la parole juste après Mathieu, parce que j'aurais pas pu juste après lui la prendre. On était Act Up ensemble, et... je sais que tout ce qu'a dit Mathieu, je le ressens fortement. On est là ce soir, il n'y en a plus beaucoup. Et la colère qui l'anime encore aujourd'hui et qui l'animera jusqu'au bout, je la partage complètement. Et ça a changé toute ma vie. Act Up Paris a changé toute ma vie, pas seulement par rapport au sida, par rapport à tout. Par rapport à la manière de concevoir les choses, les amitiés, la fidélité, la vie, la mort, les combats, comment agir. Ça m'a constituée, mais vraiment, jusqu'au bout et jusqu'à ma mort aussi. Je voulais juste vous ramener à vous rapporter une petite anecdote qui n'est pas très, très importante, et pourtant. Voilà, Mathieu a exhumé une photo de moi à une réunion à Act Up en 80, on va dire, 92, 80, je sais plus, enfin 93. Et me l'a envoyé. Et on voit des militants d'Act Up, enfin, qui lèvent la main. Bon, c'était des hurlements, les réunions, mais ça n'empêchait pas. Bah oui, mais on était très efficaces quand même, ça n'empêchait pas. Tu disais tout à l'heure que c'était une présidentielle, c'était peut-être un peu une monarchie aussi, il y avait des reines quand même. Mais elles étaient facilement décapitées. Alors voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il a exhumé une photo de moi à l'époque et qu'il me l'a envoyée. Ça m'a beaucoup émue parce que j'ai vu tout le monde. Et puis on se voit plus jeune. C'est vrai que bon, on a été jeunes, faut pas croire. Et donc ma petite nièce a vu cette photo et elle a 25 ans. Et elle ne savait pas
que le sida avait été une maladie mortelle. Tant mieux. Je veux dire tant mieux, ça veut dire qu'on a bossé. Mais en même temps, elle ne savait pas tout ce qu'on avait vécu. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que Mathieu et Sarah ont employé à plusieurs reprises le mot transmission. Et moi, au fur et à mesure qu'approche ma propre fin, d'abord je ne pensais pas du tout arriver à l'âge que j'ai aujourd'hui, non, vraiment pas. Et puis, moi j'y arrive. Et je me dis, mais nous, qu'est-ce qu'on va laisser? Donc Sarah a répondu par ce livre, et c'est très bien. Mathieu et moi, on parle souvent de qu'est-ce qu'on va laisser d'Act Up Paris. Alors il y a quelques livres qui racontent l'histoire d'Act Up Paris, mais ce n'est pas des archives, une sorte de boîte noire pour les générations qui vont nous suivre. Bon, nous, on va disparaître. Qu'est-ce qu'on va laisser? Alors de temps en temps, et généralement ça me prend le dimanche après-midi, il a la patience de m'écouter, on veut faire quelque chose qui n'a pas vraiment de forme. Pour un truc écrit, enfin un peu ça, pour Act Up Paris. Voilà, c'était un témoignage. Merci beaucoup Mathieu pour tout ce que tu as dit pour nous tous. Au revoir. Je crois qu'on peut finir avec ça. Bon, je dis merci à vous, merci à l'équipe, à Libertalia et les gens qui luttent pour l'avenir. Merci. Ouais. En fait, on va plier nos chaises, sinon on peut pas marcher. On va faire un tas quelque part et on va boire l'apéro. Et si vous voulez faire dédicacer un bouquin par Sarah. Voilà. Merci beaucoup. L'apéro, il va être là. Ouais, non, mais ça m'intéresse. Ouais. Je vais être là.